Que se passe-t-il actuellement au sein de l'établissement scolaire catholique Saint-Jean-de-Passy à Paris, établissement de presque 3000 élèves, connu et reconnu pour son excellence et pour les valeurs qu'il diffuse auprès de la population de ses élèves. Il s'agit véritablement d'un établissement de référence qui était dirigé plutôt, je devrais dire, par deux personnalités, François-Xavier Clément, le directeur général, et l'un de ses adjoints, Jean Ducret. Or, ces deux personnes viennent d'être mises à pied par une décision du conseil d'administration, conjointement avec une décision du diocèse dont dépend l'établissement, donc le diocèse de Paris, bien évidemment. Que s'est-il passé pour que ces deux personnes soient mises à pied? Le dossier devait être très épais. Il faut d'abord dire que ces deux personnes sont d'une qualité rare, sont connues et reconnues par leur père, ont fait un travail admirable depuis des années et que cet établissement de Saint-Jean-de-Passy est véritablement un établissement de référence. Donc, du côté des deux personnalités, le dossier semble particulièrement vide. Indépendamment du fond du dossier, il semble qu'il y ait plusieurs catastrophes successives. Premièrement, était-il normal de mettre à pied deux personnes pendant une période de confinement particulièrement difficile à gérer? Était-ce le bon moment? Était-ce un moment bien choisi? À l'évidence, la réponse est non. Deuxième catastrophe, les deux personnes mises à pied connaissaient-elles le dossier? A priori, elles ne le connaissaient pas et il est important tout de même, lorsque l'on prend des décisions de mise à pied, qu'au moins les personnes concernées connaissent parfaitement leur dossier et qu'il y ait eu des discussions possibles entre les décisionnaires de cette décision et les personnes qui vont être mises à pied. Troisième catastrophe, la façon dont s'est passée la mise à pied est un pur scandale. Un huissier s'est présenté au domicile de ces deux personnalités et a saisi l'ordinateur, le téléphone portable, les badges et autres matériaux divers et variés. Tout cela est tout de même assez scandaleux. En gros, ces deux personnalités ont été traitées comme des voyous. Moi, je pense qu'il aurait fallu envoyer le GIGN, boucler le quartier, aller faire une interruption brutale au domicile de ces deux personnes, faire des fouilles au corps. On ne sait jamais s'ils avaient caché leur ordinateur sous leur aisselle ou sous leurs pieds, et d'ailleurs, éventuellement, les emmener menottés à la prison de Fresnes. Pourquoi pas? Tout cela laisse un goût profondément amer. Les parents d'élèves, les soutiens de cet établissement si prestigieux, tout le monde s'est mobilisé, des pétitions tournent et un massif mouvement de soutien est en train d'émerger. Il est impossible qu'une affaire comme celle-ci en reste là. Je pense qu'il est important que les catholiques sachent ce qui se passe aujourd'hui à Saint-Jean-de-Passy, mais aussi le monde non catholique, car cette affaire me semble très révélatrice d'une lutte absolument dramatique entre des gens droits, honnêtes, qui font un travail remarquable et qui prônent une véritable liberté, avec des gens qui sont plutôt dans le politiquement correct, qui finalement sont des soutiens directs ou indirects, par soumission ou par volonté, à un certain nombre de déconstructeurs de la société chrétienne qui est la nôtre et qui finalement jouent le jeu de ces déconstructeurs sans même parfois s'en rendre compte. Nous sommes donc dans un combat d'une véritable liberté authentique par rapport à une sorte de dictature de la pensée, de l'expression et de l'action, dictature qui ne dit pas son nom, mais qui, objectivement, est redoutable. Je crois qu'il était important que cet exemple, ce fait exemplaire qui manifestement perturbe actuellement énormément le monde catholique, soit connu et prenne une ampleur croissante en termes notamment de soutien des dirigeants qui ont été malmenés de la sorte. Et je vous dis donc à demain, je vous souhaite une excellente soirée.
débat sur la médication du professeur Raoult fait rage. Nous sommes dans une situation tout à fait extraordinaire. Nous avons un professeur de médecine reconnu par ses pairs, connu mondialement, un grand virologue, quelqu'un d'incontestable, qui propose des solutions qui semblent marcher et qui sont très peu coûteuses, mais il faut tester, retester, surtester, détester. C'est absolument terrifiant, car en ce moment, les maladies se propagent et l'on en est toujours à vouloir tester, surtester, surtester. Jusqu'à quand va-t-on tester? Il y a tout de même un phénomène extrêmement simple et qui est de bon sens, c'est que manifestement, à Marseille, l'on meurt très peu du coronavirus. Pourquoi? Parce que les malades, de façon préventive, se font traiter par les services du professeur Raoult et manifestement, cela marche bien et cela évite énormément de morts. Alors on va dire, oui, mais il y a quelques risques. Bien sûr, tout médicament est à risque. On sait que tout médicament a des effets secondaires, il faut l'accepter, c'est tout. Ça fait partie de la vie médicamenteuse et je ne vois pas pourquoi nous ne l'accepterions pas. Nous sommes aujourd'hui dans une situation extraordinaire où nous voyons quelqu'un se noyer, nous avons une bouée, mais nous disons à celui qui va se noyer attends, il faut que je téléphone à l'usine pour être sûr que la bouée ait été fabriquée comme il le fallait et qu'il n'y a pas de malfaçon dans cette bouée. Et quand, 20 minutes après, le téléphone a été donné à l'usine, le noyé est définitivement noyé. Nous sommes exactement dans cette situation. C'est une situation absolument intolérable parce que le professeur Raoult a un système qui manifestement fonctionne, dont ne veut manifestement pas une grande partie du corps médical pour des tas de raisons que l'on connaît, et nous sommes là probablement dans un véritable scandale médical. Cela vaut évidemment aussi pour les masques. Comment la 5e puissance du monde n'aurait-elle pas pu réquisitionner des usines début février en imposant la fabrication immédiate de dizaines de millions de masques? On n'a pas voulu le faire, on ne l'a pas fait. Cela vaut aussi bien sûr pour tout ce qui est toute la méthodologie qui permet effectivement de tester un certain nombre de personnes pour savoir si oui ou non elles ont le coronavirus ou pas, si elles sont porteuses ou non. En Allemagne, nous savons que la population subit à peu près 5 à 10 fois plus de tests que nous, et l'Allemagne manifestement ne s'en porte pas plus mal, elle s'en porte même beaucoup mieux. Nous voyons donc que sur un plan technique, sur un plan médical, la France est complètement à la remorque, ne sait plus ce qu'elle fait, et nous nous enfonçons dans une sorte de crise immaîtrisable que notre chef de guerre Macronus ne maîtrise absolument pas, et donc les Français commencent à être très perplexes et à être très dubitatifs sur la façon dont tout cela se passe en France. Espérons que dans les jours qui viennent, des lignes claires, avec des positions claires, des décisions claires et des actions simples seront menées pour enfin sortir de ce brouillard mortifère. Et je vous dis à demain, je vous souhaite une excellente soirée. La dette publique française est aujourd'hui de l'ordre de 2500 milliards d'euros, ce qui est évidemment un montant astronomique. Avec tout ce qui se passe actuellement, avec les incertitudes économiques, on peut imaginer qu'elle va grimper à 2700, 2800 milliards d'euros, on ne sait plus très bien, nous jonglons avec les centaines de milliards d'euros, c'est absolument terrifiant quand on y réfléchit. Je voudrais citer une petite anecdote intéressante. Lorsque M. Bérégovoy fut le ministre des Finances de François Mitterrand, après la victoire de François Mitterrand à la présidentielle en 1981, M. Bérégovoy avait envisagé de présenter un budget dont le déficit était de 30 milliards de francs, c'est-à-dire, grosso modo, 4 à 5 milliards d'euros.
Et à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République, était allé faire une déclaration à la télévision et avait dit cette phrase extraordinaire: « Monsieur Bérégovoy restera dans l'histoire le ministre des Finances de tous les déficits ». Cela veut dire que pour un déficit budgétaire de quelques milliards d'euros, Valéry Giscard d'Estaing estimait que M. Bérégovoy serait jugé comme le ministre de tous les déficits. Le budget aujourd'hui est déficitaire de l'ordre de 100 milliards d'euros, c'est-à-dire 20 fois plus. Et en fait, on va atterrir probablement, compte tenu de la crise du coronavirus, beaucoup plus haut que ces 100 milliards d'euros, peut-être 150, peut-être 200 milliards d'euros, on ne sait pas très bien. Donc, que dirait aujourd'hui M. Giscard d'Estaing sur M. Le Maire? Il ne serait pas le ministre de tous les déficits, il serait le ministre de déficits impossibles à surmonter. Et il resterait dans l'histoire comme le ministre le plus incapable en termes de maîtrise des déficits. Nous voyons donc que la maîtrise aujourd'hui de cette dette publique est pratiquement impossible. Comment peut-on sortir de cette impasse? Il y a évidemment des solutions techniques. Celle qui semble aujourd'hui ressurgir chez beaucoup d'économistes, c'est de dire qu'il est impossible de garder une dette comme cela en euros, qu'il faudra probablement revenir sur une monnaie nationale qui sera brutalement dévaluée dans des conditions claires et précises et surtout très forte, c'est-à-dire une dévaluation peut-être de 30 ou 40% ou 50%, on ne sait plus très bien. Quelles seraient les conséquences d'un tel système? Retour au franc, puis dévaluation du franc immédiate. Les épargnants seraient évidemment complètement spoliés. En revanche, tous ceux qui ont des dettes verraient leurs dettes allégées d'autant. Le commerce extérieur pourrait retrouver un semblant d'équilibre parce qu'évidemment les importations seraient beaucoup plus difficiles car beaucoup plus chères et les exportations seraient facilitées. La machine économique pourrait peut-être repartir, l'industrie pourrait peut-être redémarrer chez nous alors qu'aujourd'hui nous n'avons pratiquement plus d'industrie. C'est un scénario qui est possible, on ne sait plus très bien quel est le bon scénario aujourd'hui, mais il est intéressant de noter qu'aujourd'hui des économistes qui, il y a quelques années, auraient estimé hérétique une telle position, eh bien ces économistes aujourd'hui commencent à se dire que c'est peut-être la seule solution qui peut nous sauver d'une situation d'endettement public littéralement catastrophique. Et je vous dis donc à demain et je vous souhaite une excellente soirée. Très chers amis téléspectateurs, je vais vous proposer de revenir sur une chronique que j'ai faite il y a 15 jours et qui a soulevé énormément de commentaires. C'est une chronique que j'avais faite sur le rap. Effectivement, j'avais été assez critique sur cette musique et beaucoup d'entre vous nous ont écrit des mails qui d'ailleurs ont été globalement extrêmement sympathiques. En gros, j'étais traité de vieux schtroumpf qui ne comprendrait jamais rien, qui devrait prendre des cours de rap, qui devrait ouvrir son esprit, mais tout cela a été dit assez gentiment et je dois dire que cela m'a plutôt fait rire car c'était un dialogue finalement tout à fait convenable et plutôt amusant. Et même, je dirais même, empathique. Cela dit, j'avais envie aujourd'hui de revenir sur le problème du rap pour vous proposer une petite réflexion sur 2 points seulement. La première chose, c'est que lorsque je fais une chronique, je ne m'adresse pas au fils d'un excellent téléspectateur de TV Liberté, j'essaie de m'adresser au plus grand nombre. Et quand l'on parle du rap, évidemment que les enfants des téléspectateurs de TV Liberté sont des gens qui ont été bien élevés, et s'ils écoutent de la musique métal, comme on dit, ils savent ce qu'ils font, ils ont en général un esprit qui est ouvert à d'autres influences, et je ne suis pas trop inquiet pour eux. En revanche,
95% de la population des jeunes aujourd'hui vit avec les écouteurs rivés sur les oreilles et écoute du rap 24 heures sur 24 avec des paroles particulièrement violentes, particulièrement haineuses, particulièrement odieuses. C'est un véritable lavage de cerveau et à la longue, écouter ce genre de choses 360 jours par an est un véritable lavage de cerveau, ne peut pas ne pas avoir d'incidence sur le cerveau. Et c'est le deuxième point que je voulais évoquer, c'est que des neuroscientifiques ont fait des analyses très précises, des études très précises sur ce genre de musique, la musique métal. Cette musique qui est un bruitage absolument épouvantable, avec 2 ou 3 notes répétitives et qui finalement martèle le cerveau à longueur d'année, en fait, pour ceux qui écoutent en permanence. Eh bien, les neurosciences montrent qu'à la longue, le cerveau s'abîme, car le cerveau a des qualités, il a des qualités d'évasion, il a des qualités de réflexion, il a des qualités de pensée profonde. À partir du moment où, à longueur de journée, le marteau-piqueur tambourine dans vos neurones, les neurones sont abîmés et toutes ces capacités de réflexion, d'élévation, de beauté ont tendance finalement à être édulcorées, à être abandonnées et finalement la personne qui écoute ce genre de musique sera obsédée par ce rythme absolument effrayant, ce rythme qui véritablement lui prend tout le cerveau, peu à peu envahit toute sa personne. Le rappeur devient une personnalité qui véritablement perd ses repères les plus simples. On en a eu la preuve lors de cette épouvantable fête de la musique à l'Élysée où des rappeurs ignobles ont martelé des paroles ignobles devant un public qui était esbaudi par tant de beauté. Ce public qui probablement écoute le rap quand il en a le temps est complètement détruit en termes de beauté, en termes de perception poétique, en termes d'élévation et nous avons eu là, je dirais, l'exemple le plus caricatural de ce qui peut se passer quand une musique de ce style envahit les esprits. Voilà, je souhaitais simplement rajouter ces 2 points. Chacun, bien sûr, est libre de penser ce qu'il veut et je voulais simplement apporter ma petite contribution en parlant d'études de neuroscientifiques que l'on peut trouver d'ailleurs assez facilement sur Internet et je souhaite que beaucoup d'entre vous puissent approfondir leur connaissance de ce genre de musique en allant justement consulter les neuroscientifiques. Et je vous dis donc à demain et vous souhaite une excellente soirée. Marlène Schiappa, notre sorcière bien-aimée, celle qui fait tourner les tables, c'est elle qui le dit, celle qui écrit à ses heures perdues des livres pornographiques, c'est elle qui le dit. Eh bien, notre Marlène Schiappa, notre sorcière bien-aimée, a encore frappé. Qu'a-t-elle dit récemment ? Eh bien, elle a dit qu'il fallait absolument qu'il y ait égalité entre les hommes et les femmes et que les hommes devaient donc se mettre aux travaux ménagers. Là, je trouve que Marlène a tapé juste. Au moment où le Covid-19 crée des perturbations considérables en France et dans le monde entier, parler de faire la vaisselle était probablement la chose la plus essentielle que l'on puisse imaginer. Marlène Schiappa est une sorcière magnifique. Cela dit, je voudrais quand même me livrer un petit exercice. Il y a effectivement, et je suis d'accord avec Marlène, une inégalité extraordinaire entre les hommes et les femmes. Et pour cela, je me suis livré à un petit exercice comparatif entre Marlène Schiappa et votre modeste chroniqueur. Qu'en est-il résulté ? Prenons le visage de Marlène Schiappa, un visage magnifique, ornementé d'un rouge à lèvres superbe, des joues bien pleines, des cheveux magnifiques et ondulants. Marlène Schiappa est une très belle femme.
Votre modeste chroniqueur, avec sa tête à faire peur aux rats qui se précipitent dans la mairie de Paris quand ils le croisent dans la rue lorsque votre chroniqueur se promène dans la rue, cela prouve bien qu'il y a une inégalité formidable entre Schiappa et Lochner. 10 pour Schiappa, 0 pour Lochner. Parlons maintenant du torse. Le torse de Marlène Schiappa, des épaules pleine, une poitrine admirable, un ventre musclé. Et vous avez vu le torse de votre pauvre chroniqueur, le torse complètement rachitique, avec deux poitrines qui ressemblent à des chocobéennes pourries. Non, franchement, il n'y a pas photo. 10 pour Marlène, 0 pour Lochner. Ensuite, nous arrivons au bas du ventre, et là, la pudeur m'oblige à passer au sujet suivant, bien que j'ai une folle envie de vous parler de ce sujet-là. Mais là, je vous le dis, et vous pouvez me croire sur parole, 10 pour Marlène, 0 pour Lochner. Et nous arrivons aux jambes et aux mollets. Les jambes et les mollets de Marlène magnifiquement sculptés, contre le malheureux Lochner, lui, n'a que 2 fils de fer, et en plus de ça, couvert de poils. Donc, là, chose que l'on peut en conclure et qui est une évidence et qui ne se discute pas, il y a une inégalité épouvantable entre Marlène Schiappa et ce pauvre Lochner. Marlène Schiappa l'écrase de tout son poids. Sur le plan intellectuel, il ne faut même pas en parler. Marlène écrit des livres pornographiques, est une femme absolument sublime sur le plan intellectuel. Votre modeste chroniqueur ne vaut pas un clou, c'est évident. Et bien tout cela traduit une inégalité consternante entre les hommes et les femmes. Et là, votre modeste chroniqueur supplie Marlène de se pencher sur le problème de la masculinité. Il faut absolument qu'elle fasse des décrets, qu'elle fasse des lois pour sortir du trou cette jante masculine qui est tombée si bas qu'elle n'arrive pas à la cheville de la jante féminine. L'inégalité est là, Marlène doit s'en occuper, et si un jour elle quitte le gouvernement avec de magnifiques lois pour rehausser la jante masculine, celle-ci, lui, on aura une reconnaissance éternelle et nous pourrons pratiquement dire que Schiappa a été la femme du siècle. Et je vous dis donc à lundi, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente fin de semaine.